Boa tarde, o meu nome é Mário Carvalho, sou o coordenador do IEF. Notre session d'aujourd'hui decorera en langue française, donc nous rouvrons aujourd'hui la seconde édition d'une initiative philosophique de notre institut, dont le thème général c'est Penser la pandémie, la vie et le soin. Nous avons commencé ce cycle de sessions en 2020 dans les réseaux digitaux de l'IEF et vous pouvez écouter et suivre en détail toutes ces sessions. Mais nous avons décidé de continuer cette initiative et consacrer la première session d'aujourd'hui, de 2020-2021, à l'écologie. Ce nouveau programme est antérieurement annoncé dans notre site web et cette deuxième édition sera achevée le mois de juillet. Nous aurons encore 4 sessions plus sur les minorités politiques, le digital et l'art. Pour penser avec nous, nous avons invité le professeur Jean-Philippe Piron, né en 1964. Il est actuellement professeur en philosophie de la vie, de la médecine et du soin à l'Université de Bourgogne. Il est responsable du département de philosophie, membre élu du conseil scientifique de la Société française de l'accompagnement et du soin, spécialiste de philosophie morale, d'éthique générale et appliquée. Il travaille d'une façon très originale et personnelle à l'élaboration d'une philosophie du soin. D'ailleurs, il a été déjà notre invité pendant 2018, durant notre First International Colloquium Roads to Care. Mais il travaille aussi à la recherche d'une anthropologie de l'homme vulnérable et d'une philosophie de l'environnement, au sein de laquelle il a notamment forgé le concept d'éco-biographie. Il serait impossible de citer tous les ouvrages de Jean-Philippe Piron. D'ailleurs, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est de l'écouter et non m'écouter à moi, mais de toute façon, je voudrais quand même citer quelques livres parmi les plus récents, afin non seulement de vous inviter ou de vous montrer le grand horizon de recherche philosophique du professeur Piron, mais aussi de vous inviter tous ceux qui suivent ces sessions à lire ces livres. Je souviens d'abord l'existence d'une traduction portugaise au Brésil de son livre de 2010 chez Cerf, Le passage témoin. Mais je citerai encore 7 ou 8 plus. Penser le développement durable chez Ellipse, 2009. Vulnérabilité pour une philosophie du soin chez les presses universitaires de France, 2010. Où va la famille, en 2014. Mythopée, un portrait de la modernité tardive, chez Vrand, 2014. Ricoeur, philosophie à son école, 2016. La poétique de l'eau, c'est le livre que j'ai ici, j'ai lu avec un très grand plaisir. Pour une nouvelle écologie, la poétique de l'eau, 2018. Prendre soin de la nature et des humains, médecine, travail et environnement, c'est le livre publié en 2019. Jean-Philippe Piron, merci d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, vous êtes déjà un membre honoraire de notre institut et à vous, le réseau global de notre institut. Merci beaucoup. Merci Marcello pour cette généreuse présentation. Voilà, et puis merci à toute l'équipe de Coimbra en fait de me recevoir de cette façon et d'être toujours aussi hospitalière de multiples façons, à commencer par la langue, hein, dans ces contextes de mondialisation et où les langues se racontent au pluriel ou parfois au monolinguisme. Je suis toujours admiratif de la capacité que vous avez à Coimbra de vivre cette pluralité, de la faire vivre et je vous en remercie. Donc je n'ai pas suivi les travaux en fait précédents, donc j'espère donc articuler un peu dans la suite de ce que nous avons effectivement vécu ensemble au moment du colloque international Roads to Care,
j'aimerais articuler ici effectivement les problèmes liés à la santé avec ceux liés aux questions de l'environnement. Essayer de m'interroger à quelles conditions en fait ces relations peuvent être pensées et élaborées. Mais donc je voulais simplement dire une dernière petite chose encore avant de rentrer dans le sujet, hein, que j'espère que je ne suis pas qu'honoraire, je suis surtout honoré en fait par votre générosité et votre écoute. Alors, sur cette question donc, des liens entre santé et environnement, d'une certaine façon, la crise de pandémie en fait, que nous vivons a mis au jour en fait, des enjeux qui jusque-là étaient présents, mais de manière beaucoup plus cruciale, et peut-être nous a donné l'occasion d'expérimenter à l'échelle globale ce que déjà les théoriciens de la philosophie de l'environnement, de l'éthique et de la politique de l'environnement cherchaient ce sur quoi ils cherchaient à nous alerter, c'est-à-dire effectivement que nous avons abîmé les conditions d'habitabilité en fait, de l'humain sur Terre et que nous allons en vivre la grande dépendance. Et donc la pandémie, à sa manière, est l'occasion de vivre un scénario que les théoriciens qu'on appelle catastrophistes ou collapsologues avaient déjà envisagé, mais cette fois-ci nous donnant de le vivre non pas simplement comme un scénario ou comme un exercice de pensée à la manière d'une prospective imaginative, mais cette fois-ci en l'incarnant, en l'incorporant. Et finalement, l'occasion de notre rencontre aujourd'hui qui se fait de manière désincorporée, si je puis dire, elle est la trace de ce type de monde en fait, qui est peut-être à l'origine de la crise de coronavirus que nous vivons actuellement. Vous m'entendez bien? Parce que je vois que Marcelo est un petit peu inquiet, ça va? Oui, voilà. Donc, quelques remarques. Je voudrais commencer par une remarque générale. Bien sûr, donc ma proposition ce soir, c'est une proposition pour la discussion, hein, comme toujours. Et donc, j'aimerais essayer de creuser un peu ce qu'il en est en fait des liens possibles entre la santé humaine et ce que parfois on appelle la santé de la Terre, dans une expression en fait qui est parfois inquiétante, mais en même temps intéressante. Je l'évoquais il y a quelques instants, la crise en fait de coronavirus, comme on l'appelle, donc cette pandémie, a rappelé une évidence assez crue. Elle l'a rappelé de façon crue, mais une évidence qu'on avait peut-être oubliée. Cette évidence, en fait, c'est celle qu'on pourrait retrouver formulée dans une expression que j'emprunte à Paul Ricoeur, dans lequel Paul Ricoeur rappelait dans ses textes, je pense que c'est les textes qui sont extraits de son livre, son recueil d'articles Juste, hein, il dit l'expérience de la maladie est personnelle, celle de la santé est publique. Oui, en fait, plus précisément, il dit l'expérience de la maladie et l'expérience de la souffrance est personnelle, celle de la santé est publique. Il voulait, en fait, en formulant ceci, Ricoeur insistait sur le fait qu'il y a une dimension de la maladie dans sa dimension, qui est intime, qui est incomparable, parce qu'effectivement, il est à chaque fois, dans l'expérience de la maladie, question d'un fait biologique qui devient un événement biographique. Et c'est ce passage-là du fait à l'événement qui fait que la maladie et la souffrance engagent et mobilisent une histoire de vie dans la singularité incomparable de celle-ci. Mais en même temps, la maladie, elle est aussi un fait social, et dans le cadre d'une pandémie, ça devient même un fait social total, hein, pour parler comme Marcel Mauss, telle sorte qu'effectivement, à cette fois-ci, avec une pandémie, ce qu'on découvre, c'est qu'effectivement, il y a une dimension de la maladie qui peut être décrite dans les catégories de la santé publique et des politiques de santé, qui peut être décrite dans des catégories justement du comparable et du statistique. Hein. Et donc, je pense que au Portugal, comme en France, mais à l'échelle planétaire, c'est ce que nous avons vécu depuis un peu plus d'un an maintenant.
nous vivons au rythme, effectivement, des décomptes, hein, des approches statistiques, des approches finalement quantitatives, bref, donc d'une gouvernance par les nombres de l'expérience de la santé humaine. Bref, si la maladie, dans sa dimension personnelle, eh bien, est un ébranlement à la fois éthique du point de vue de nos capacités de sujet et ontologique du point de vue de l'assurance que nous avons ou que nous perdons en la vie, hein, parce qu'effectivement, dans l'expérience de la maladie grave en particulier, la vie soudain ne reconnaît plus la vie en nous, eh bien, lorsque cette fois-ci, cet ébranlement concerne une population entière, voire concerne la population humaine à l'échelle planétaire, cette fois-ci, il y a aussi un ébranlement. Il est éthique et politique, bien sûr, il est culturel. Chaque société, chaque culture a apporté une réponse singulière à cette pandémie. Et donc, si on l'avait oublié, hein, là où les Anglais font la distinction entre disease enfin illness et sickness, hein, ce que les différentes traditions culturelles et les systèmes de soins dans leur diversité ont montré pendant la pandémie depuis 1 an et demi, c'est que effectivement, si le coronavirus est un fait biologique, donc on peut vouloir traiter de manière singulière comme disease, eh bien les sociétés et les cultures, elles, ont apporté des réponses spécifiques compte tenu de leur tradition politique, totalitaire ou pas, si on pense à la réponse chinoise, eu égard à la nôtre, mais aussi avec des systèmes de santé et d'accès aux soins en fait très différents selon les sociétés et selon les cultures. Bref, la dimension sickness, hein, ce qui fait que peut-être que vous avez vous aussi au Portugal, comme nous le faisions nous au fur et à mesure que les semaines et mois passaient, chercher à comparer pourquoi ça marchait apparemment mieux chez les autres que chez nous ou réciproquement, puisque vous avez été pour l'Europe dans le premier confinement exemplaire hein, pour l'ensemble des pays européens au Portugal. Et nous, les Français, nous demandions mais qu'est-ce qui se passait dans notre manière en fait de gouvernance des vivants. Bref, ce qu'une pandémie comme celle que nous vivons rappelle, c'est qu'effectivement la santé a une dimension publique que les politiques de santé et que les cultures rappellent. Et que cette dimension publique, elle questionne d'une certaine façon les conditions par lesquelles effectivement les humains, les sociétés humaines plus globalement, eh bien, peuvent continuer de se déployer et peuvent-elles le faire sans tenir compte finalement des milieux, on va dire, je vais dire milieu, alors ce qu'il faut dire environnement, ce qu'il faut dire euh, nature, on va revenir sur ces catégories. Bref, en tous les cas, la santé humaine, avec l'expérience des pandémies, dont nous avons appris progressivement que leur origine était probablement due à ce qu'on appelle donc des zoonoses, hein, donc ces transmissions via un animal tiers de maladies des animaux vers les humains, et que ces zoonoses seraient dues à des attaques des milieux animaux, des habitats animaux en raison bien d'une culture extractiviste extrêmement brutale qui rapproche comme jamais la vie des animaux sauvages des humains. Bref, cette zoonose à l'origine donc, de cette pandémie montre qu'effectivement, les conditions de possibilité pour qu'une vie humaine sur Terre soit encore possible demain, eh bien, pour reprendre une formule célèbre de Hans Jonas donc dans le principe responsabilité, eh bien, pour qu'une telle possibilité puisse avoir encore cours, eh bien, il est question de réinterroger comment nous articulons santé et environnement. Alors, bien sûr, nous le savons, il n'est pas nouveau qu'il y ait des épidémies. Et il y a eu des épidémies tout au long de l'histoire en fait, de l'humanité. Et nous nous souvenons d'un souvenir en fait, plus vaste que nous, d'un souvenir en fait, presque immémorial, hein, à la fois de la grande peste noire, hein, ou de la grippe espagnole, qui a décimé des millions de personnes. Et donc, la grande question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est de savoir si cette pandémie, bien, c'est une épidémie comme les autres, ou qu'est-ce qui, dans son portrait,
en fait une réalité qui nous imposerait d'avoir à repenser singulièrement les liens justement entre santé et environnement. Bref, et c'est là que les hypothèses arrivent. Est-ce que finalement la diffusion en fait du coronavirus à l'échelle planétaire, son apparition d'abord, sa diffusion ensuite et sa mutation euh, dans les prolongements, est-ce qu'elle est, comment dire, purement contingente ou est-ce qu'elle questionne, en raison de sa rapidité de propagation et de son émergence, eh bien, les manières que nous avons eues de développer bien nos sociétés et nos cultures dans le cadre de ce qu'on appelle la globalisation économique et technique, qui serait peut-être à l'origine de la crise écologique. Et on voit très bien que pour répondre à cette question, on a des scénarios qui s'opposent, hein. Il y a des interprétations qui ne sont pas du tout unanimes. C'est l'objet précisément d'un conflit des interprétations quant à la compréhension que nous avons ou nous pouvons avoir de la situation présente. Ce conflit des interprétations, en fait, il oppose, pourrait-on dire, trois interprétations possibles, hein, des rapports entre santé et environnement, trois modèles, hein, trois modélisations, celle de la concomitance, hein, celle de la corrélation et celle de la causalité. Je l'évoque très très rapidement, mais c'est intéressant de le dire parce qu'effectivement, les stratégies des différents gouvernements, hein, et finalement les arrière-plans en fait, qui les sous-tendent, les anthropologies finalement politiques en fait, qui sous-tendent ces stratégies, eh bien, effectivement, essaye finalement de répondre à la question de comment articuler santé et environnement en valorisant tantôt la question de la concomitance, tantôt les logiques de corrélation ou tantôt celle de la causalité. Alors, sur la question de la concomitance, hein, c'est celle en fait qu'on pourrait placer plus généralement en fait sous la rubrique de la question du développement durable. Alors, bon, on n'a pas le temps là, ici, enfin, on peut le faire, hein, je sais pas, vous me direz s'il faut que je le fasse, si je le précise, hein, mais bon, nous savons, ben, le développement durable n'est pas un concept, hein, hein, c'est une catégorie diplomatique, hein, élaborée lors en fait, des sommets internationaux et qui a cherché, en tous les cas, du point de vue diplomatique, donc à faire précisément de la diplomatie sémantique, mais pour tenter de concilier et de penser ensemble à la fois les questions d'accès à tous en fait, au développement, entre guillemets, cette catégorie est tout à fait discutable, l'accès à tous et de façon en fait durable. Mais bref, donc la catégorie de développement durable, elle est, comment dire, elle est à discuter. Hein. On a pu dire en fait qu'elle était l'expression d'une politique de l'oxymore, c'est qu'en fait vouloir garder ensemble, tenir ensemble des réalités contradictoires. Mais disons que j'utilise cette formule de développement en fait durable ou cette expression en fait de développement durable pour dire qu'effectivement depuis, enfin en 35 ans, hein, entre le moment où on a forgé cette notion et son interprétation aujourd'hui, eh bien les interprétations du développement durable se sont durcies et donc on a des interprétations qu'on pourrait appeler faibles ou fortes. Et donc, dans l'interprétation la plus faible qui soit, eh bien, ce dont il va être question, c'est de dire qu'effectivement, ce qu'il s'agit de remettre en cause, ce n'est pas le développement technologique enfin, développement scientifique et technique, mais c'est de corriger par mieux et plus de techniques les méfaits de celle-ci. Donc, dans cette perspective, effectivement, dans cette perspective donc, de ce qu'on pourrait appeler de durabilité faible, hein, donc qui pense que les problèmes humains ne sont que des problèmes techniques à résoudre techniquement, en définitive. Hein, donc, dans une perspective donc, de durabilité faible, eh bien, la pandémie de coronavirus, elle peut être interprétée comme une concomitance malheureuse pour laquelle, enfin, concomitance malheureuse pour laquelle il serait excessif de vouloir tirer un sens qui remettrait en cause nos manières de faire monde. Bref, pour cette approche, eh bien, il s'agit de refuser de discuter le paradigme productiviste généralisé qui produit
d'ailleurs de la santé, parce qu'aujourd'hui, la santé est devenue une industrie, et on le voit, on l'a vu dans la course au masque comme au vaccin, ce qu'on découvre, c'est que la santé est devenue une industrie et que gérée et pilotée avec les mêmes outils que celles des industries concernant en fait des manufactures non humaines. Bref, donc une approche de durabilité faible, donc refuse donc de discuter le paradigme productiviste généralisé qui produit la santé comme on produit du vivant, l'agro-industrie ou la zootechnie, ou qui produit donc des richesses qu'on appelle donc la culture extractiviste, qui épuise dans le même mouvement, c'est très bien analysé et documenté aujourd'hui, donc qui épuise dans le même mouvement et la nature ou les ressources naturelles et les ressources psychiques, puisque finalement l'épuisement du burn-out, il est du point de vue des ressources humaines la traduction de l'épuisement des ressources fossiles du côté de la nature. Bref, donc pour cette approche en termes de développement durable ou de durabilité faible, on peut avoir une interprétation forte du développement durable, je ne l'évoque pas ici. Donc pour cette approche donc, de durabilité faible, eh bien, la situation présente n'est pas qu'une crise, enfin, ou plus précisément, non, pardon, n'est qu'une crise et non pas le début d'une métamorphose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème technique aisément isolable, un virus échappé d'un laboratoire, certains ont dit, ou bien des pratiques alimentaires qu'il s'agit de réguler. Eh bien, s'il y a un problème technique, alors il faut y répondre techniquement par des solutions techniques. Ça va des outils numériques de traçage jusqu'au vaccin. Ne remettant pas en cause alors notre mode de développement, attendant donc que l'on reprenne le business as usual, comme on dit. Dans cette perspective, il faut le noter, on pourrait penser ici aux analyses de Kurt Goldstein, le célèbre penseur qui a inspiré Canguilhem et Merleau-Ponty en particulier, Kurt Goldstein qui rappelait en fait qu'une maladie n'est pas une parenthèse dans une vie, parce qu'une maladie donne une nouvelle allure de vie. Et donc, la grande question qui se pose pour nous ici, et c'est l'objection qu'on peut faire aux approches de développement durable, c'est que est-ce qu'une pandémie d'un an et demi au moins, avec les effets et les ravages qu'elle a pu faire, sera qu'une parenthèse socioculturelle? Ou est-ce qu'elle aura des effets sur nos manières de travailler, nos manières de produire, de nos manières même d'abord de nous penser comme corps dépendant d'une population de corps à l'échelle planétaire? On voit très très bien que les débats sur le retour à l'état original, ce qu'on appelait, c'est comme ça qu'on définissait la guérison, restitutio ad integrum, dit-on en latin. Est-ce que donc la guérison, c'est le retour à un état initial, un rétablissement, ou est-ce que c'est une nouvelle normativité? On voit très très bien que les approches en termes de développement durable pensent effectivement que tout ce qui se joue aujourd'hui n'est qu'une mauvaise plaisanterie, un mauvais cauchemar, une parenthèse à bientôt refermer pour continuer la même logique. Et de ce point de vue, on voit très bien qu'effectivement, les industries du numérique et de la délocalisation ont profité de la crise pour continuer leur logique. On n'a jamais été aussi riche quand on l'entend, même si les écarts se sont considérablement construits. Donc, première manière de penser les rapports entre santé et environnement, les penser uniquement comme une concomitance malheureuse, sans incidence, donc nous invitant à repenser à nouveau frais. De l'autre côté, le second scénario, c'est celui en fait d'une causalité radicale qui est en fait défendue cette fois-ci non plus par les théoriciens du développement durable, mais par les théoriciens justement de la collapsologie ou des théories de l'effondrement. Cette fois-ci, donc je dis une approche de causalité radicale dans laquelle en fait on va parler d'une santé de la Terre, telle sorte qu'effectivement l'apparition en fait de plus en plus nombreuse du point de vue statistique, mais aussi du point de vue de leur traduction empirique des zoonoses, notamment à côté d'un tas d'autres choses, la 6e extinction des espèces, je ne vais pas refaire les scénarios catastrophes que malheureusement en fait nous connaissons, mais pose effectivement qu'il y aurait une sorte de revanche de la santé de la Terre contre les excès du chauvinisme humain. C'est-à-dire que finalement, l'emprise humaine sur la Terre
ouvrirait un boulevard pour l'empire des virus. Les nouveaux empires sont les empires des virus, qui suppose effectivement de concevoir les virus, cette fois-ci, comme des agents. C'est reconnaître, c'est tout le débat en fait qu'il y a aujourd'hui sur l'idée d'une agentivité des êtres non humains, comme le sont par exemple ici les virus. Je pense aux travaux par exemple d'un Bruno Latour sur cet aspect. Mais donc dans cette perspective, alors je signale cette perspective, donc elle s'oppose frontalement à la perspective du développement durable précédemment évoqué. Je ne l'ai pas dit, mais enfin, on pourra en parler si vous souhaitez tout à l'heure, mais dans le traitement de la crise, il est assez frappant que pour les mots dont nous nous servons pour parler de la crise relèvent de la diplomatie sémantique que j'évoquais précédemment. Pourquoi dit-on coronavirus enfin, coronavirus -19. Il y aurait un travail à faire, on pourra en parler si vous le souhaitez, qui est celui d'observer que depuis 2008, à l'OMS, il est désormais interdit de nommer l'origine des virus. On ne désigne plus les virus à l'origine des épidémies ou des pandémies par leur localisation, mais on les désigne par leur structure moléculaire ou génétique. Pour quelle raison? C'est une demande expresse de la Chine depuis 2008, qui est en fait une demande de construction d'une diplomatie sémantique qui fait qu'effectivement, nommer les virus et les caractériser en refusant par exemple de dire quelle est leur origine géographique, le prétexte, c'est refuser la stigmatisation, comme on disait de la syphilis, que c'était le mal français, par exemple. Donc, c'est lutter contre la stigmatisation, mais c'est aussi produire un type d'intelligibilité qui en empêche une autre. Parce qu'effectivement, si on repense les rapports entre virus et géographie, autrement dit, sur l'apparition en fait, des maladies liées au territoire, on est à ce moment-là obligé de réinterroger sur ce qui se pratique sur ces territoires, et par conséquent repolitiser des questions que les approches purement biologisantes, j'allais dire, ou génético-biologisantes, occultes. Enfin bon, je ferme la parenthèse. En tous les cas, donc, du point de vue d'une perspective collapsologique, la pandémie que nous vivons serait donc le premier signe de futures traces d'effondrement qu'annonce donc la collapsologie. Bref, cette pandémie, c'est la répétition, grandeur nature, des catastrophes naturelles à venir, ayant un avantage, si on peut dire, avec cette pandémie, c'est qu'elle rend commensurable le caractère démesuré et non crédible pour cela de la catastrophe. Je renvoie ici aux analyses déjà anciennes, mais importantes, je crois, en fait, d'un théoricien comme Gunther Anders, le penseur du télémeurtre, en particulier, et donc qui avait pensé, lui, déjà un premier type de malheur, de cette façon, mais c'était le malheur de la bombe atomique, d'abord. Mais lorsque Gunther Anders donc, écrit donc, dans son livre sur l'obsolescence de l'homme qu'il y a un caractère supraliminaire de certains malheurs, autrement dit, il y a certaines catastrophes qui arrivent qui sont tellement démesurées qu'elles ne sont pas crédibles, donc on n'arrive pas à les croire. Eh bien, effectivement, ce qu'il voulait dire, c'est qu'une des grandes difficultés de ce que on va dire, la technoscience, entre guillemets, c'est une catégorie là aussi qui est douteuse, donc jamais entre guillemets, mais ce que la technoscience en fait produit, c'est effectivement c'est des formes de monde bien qui engendrent des catastrophes incroyables, mais précisément incroyables, donc tellement incroyables qu'on n'arrive pas à les croire. C'est ce que Jean-Pierre Dupuy résume dans une formule importante dans le catastrophisme éclairé. Il dit « Nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons ». Nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons. Autrement dit, ce que disent les collapsologues, c'est qu'avec la pandémie, nous touchons du point de vue sensible, donc du point de vue presque esthétique du terme toucher. Alors quand j'ai du point de vue esthétique, à commencer par le fait que bien, pour respirer, nous sommes obligés de nous masquer. Bref, nous expérimentons de façon sensible que même respirer devient dangereux. Donc
que la première des hospitalités, qui est l'hospitalité de l'air ou de l'atmosphère, eh bien, cette hospitalité est devenue un lieu possible d'hostilité, hein, de telle sorte qu'à un moment donné, hein, quand on a commencé à penser la réponse à la crise, on avait fait ce lapsus, hein, il fallait inventer des gestes barrières, hein, qu'on confondait, enfin, ces distances spatiales, qu'on confondait avec des distances sociales. Hein. Bon, on voit très bien qu'il y avait cette difficulté, mais bref, ce que cette pandémie fait toucher du doigt pour les collapsologues, c'est qu'elle nous fait sentir, et pas simplement intellectualiser, les effets concrets de ce que ça veut dire une atteinte portée au milieu sur lequel nous vivons. Bref, cette interprétation collapsologique attire l'attention sur les excès d'un anthropocentrisme qui valorise la seule santé humaine en négligeant le devenir de la Terre, ou plus précisément en pensant qu'il y aurait simplement un facteur environnemental à considérer comme il y aurait d'autres facteurs, le facteur démographique ou le facteur glycogénique. Alors, cette interprétation donc, collapsologique, elle pose à nos démocraties des questions difficiles, hein, qui est la question de la solidarité à laquelle nous pouvons aspirer. Parce qu'effectivement, si nous sommes solidarisés à l'échelle planétaire par des problèmes, ici la circulation d'un virus, comment passe-t-on donc d'une solidarité de fait, être solidarisé, hein, dit-on en français, comment passe-t-on d'une solidarité de fait à une solidarité de projet? Parce qu'effectivement, on voit bien, il ne suffit pas d'être solidarisé pour être solidaire. Et donc, la question de la solidarité, elle est effectivement aujourd'hui un vrai problème, et on le voit très très bien dans la question justement des brevets et du partage ou non des brevets relatifs au vaccin. Bref, il y a là une question qui est posée, qui est quelle est la capacité qu'auront les démocraties, hein, à s'emparer de la perspective catastrophiste pour réinventer le projet démocratique tout en prenant leur distance donc, avec les approches extractivistes et productivistes. Bon, je ne développe pas cet aspect, mais vous voyez que c'est un enjeu d'anthropologie politique, là aussi. Hein. Et puis donc, il y a une troisième manière de penser les liens entre santé et environnement, c'est celle de la corrélation. Donc, celle qui consiste à dire que si la santé de la Terre ne fait pas seule, sauf naturalisme, un projet de société, autrement dit, il ne suffit pas de dire il y aurait une santé de la Terre, donc on en conclut qu'il faut faire un type de société à partir de là. Hein, donc, si ce passage-là, si on n'est pas naturaliste, il est donc question d'instituer en des territoires, sur des sols, ce que peut signifier cette articulation entre santé et environnement. Et là, effectivement, il y a une diversité de réponses territoriales, de réponses institutionnelles, hein, qui sont déjà en train de s'inventer, hein, pour vivre cette pandémie. Hein, les questions autour de l'écomobilité, le commerce de proximité, les réponses différentes suivant les pays, hein, qu'on disait, du nord de l'Europe et les pays du sud, par exemple, disent qu'effectivement, penser les relations entre santé et environnement, donc ce n'est pas penser un problème passager, mais c'est un défi culturel, politique et anthropologique, qui est en fait celui d'inviter à rechercher d'autres manières de faire et d'être. De telle sorte qu'effectivement, penser ensemble santé et environnement, c'est faire en sorte que la crise sanitaire que cette crise sanitaire que nous vivons, eh bien, soit, parce qu'une crise est toujours passagère, bien que cette crise sanitaire soit enchâssée, soit insérée dans une mutation écologique durable et irréversible. Et à ce moment-là, effectivement, il s'agirait donc d'opposer une anthropologie à une autre, celle de l'homo economicus, hein, de type hobbesien, si je puis dire, à une anthropologie plus relationnelle. Et donc, c'est là-dessus sur lequel je voudrais maintenant me tourner après très rapidement avoir présenté ces trois scénarios. Alors, ce qui est donc en jeu, je crois, enfin, c'est là que les questions, si vous voulez, on quitte les questions de sciences politiques pour revenir à des perspectives qui sont peut-être plus de l'ordre de l'anthropologie philosophique. Il consiste à dire effectivement que penser ensemble les liens entre santé, soins et environnement ne veut pas autant de soi qu'il n'y paraît.
Alors, ici, il faut effectivement bon, avoir être prudent. Il s'agit d'observer qu'effectivement, il y a une longue histoire des liens entre santé et environnement. Et cette longue histoire, elle s'est faite progressivement avec des métamorphoses. Celle qui a appris progressivement à lier humanité médicale et humanité environnementale, comme on dit aujourd'hui. Alors, je dis qu'elle a une longue histoire, j'en rappelle simplement quelques éléments. La très longue histoire, c'est la tradition hippocratique. On pense au traité d'Hippocrate, à son traité sur les airs et sur les vents, qui met l'accent sur l'idée qu'effectivement, on ne peut pas penser la santé sans être attentif au lieu où nous habitons, donc la question des qualités de l'air. Et donc, de ce point de vue, avec le coronavirus, les questions de respiration et de ventilation, on voit, sont des questions majeures. Mais donc, la tradition hippocratique pense depuis très très longtemps cette question des liens entre santé et environnement. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous pouvons le faire aujourd'hui encore avec les mêmes catégories qu'Hippocrate? Et donc, j'essaierai de montrer pourquoi non. Mais donc, on trouve donc, ces liens pensés chez Hippocrate, on les a trouvés aussi pensés par la géographie de la santé, qui se met aujourd'hui à parler non plus d'aménagement de territoire, mais de ménagement du territoire. Et puis aussi, il y avait toute cette tradition qui relève de ce qu'on pourrait appeler le paradigme mécaniciste, qui a été importé de la physique dans la biologie et qui a étendu à partir de là à toutes les réalités. Alors, ce paradigme mécaniciste, c'est celui du dualisme âme-corps comme décision métaphysique dans la pensée cartésienne et avec sa conséquence épistémologique, c'est-à-dire en fait penser le corps à la manière des géomètres comme une machine. Et effectivement, ce modèle en fait mécaniciste et donc dualiste, il sépare l'âme du corps comme l'homme de l'animal, comme la culture en fait de la nature. Et donc toute la question qui est se poser, c'est que est-ce que penser ensemble santé et environnement, c'est reproduire ces dualismes ou est-ce que c'est les contester? C'est ça que je voudrais essayer de faire entendre. Bref, est-ce que les questions en fait, d'environnement, je reviendrai sur le sens de ce mot, ne revisitent pas ces concepts et ces dualismes? Parce qu'effectivement, ce paradigme mécaniciste, donc importé, je le redis, de la physique et qui fait finalement de la biologie une sorte de physique du vivant, eh bien, ce modèle mécaniciste, il a été généralisé dans l'analyse des productions intellectuelles. Je pense aux approches en fait, d'un Hippolyte au XIXe siècle, dans l'analyse des sociétés humaines, à la manière d'un Durkheim, qui lui aussi pense en fait ces logiques d'une mécanique du social, voire même du côté de la géographie, puisque finalement la géographie physique d'un Vidal de la Plage, par exemple, pensait le milieu comme l'objet effectivement d'une détermination en fait, qui imposait aux individus leur genre de vie, leur tempérament, par exemple. Alors, ce qui fait que penser ensemble santé-environnement, aujourd'hui ou à nouveau frais, c'est peut-être revisiter et s'opposer à ce paradigme mécaniciste tiré de la physique moderne. Et donc, je voudrais le montrer en essayant de répondre finalement en mettant au jour la réponse à 3 questions qui voudraient essayer de montrer l'intérêt qu'il peut y avoir à repenser autrement les relations entre santé et environnement qu'à l'intérieur donc du modèle dualiste dont nous sommes les héritiers, dont le modèle biomédical est l'héritier depuis maintenant 3 siècles à peu près. Modèle biomédical dont je note en passant d'ailleurs que ce modèle biomédical il est épistémologiquement instruit par un paradigme optique, c'est les analyses de Foucault dans la naissance de la clinique. Il faut voir pour savoir, pour pouvoir. Donc il faut ouvrir les cadavres pour comprendre et ensuite pouvoir soigner.
Mais donc, ce paradigme optique, il est lui-même en fait articulé, enfin, ce modèle bioéthique, donc dominé par la dimension optique, il est aussi articulé en fait par une valorisation en fait de l'éthique, mais d'une éthique médicale qu'on appelle bioéthique, dont on observe, il faut au moins s'en étonner, que ce modèle bioéthique se concentre essentiellement sur l'éthique médicale, alors que dans le BIOS de bioéthique, laisse au moins en attente le fait de penser légitimement le lien entre l'éthique médicale avec l'éthique d'autres formes de BIOS, hein, qui sont bien l'éthique animale et l'éthique environnementale. Et donc, il y a un enjeu ici qui est de se demander comment la bioéthique peut apprendre à repenser ensemble, bien, sans les confondre. Il ne s'agit pas de confondre les problèmes, mais de se demander comment peut-être repenser ensemble dans la singularité de leurs enjeux, mais en même temps dans la conscience de ce qui les lie. Donc, éthique animale, éthique environnementale et éthique humaine. Donc, je voudrais pour ça répondre, je le disais, il y a trois enjeux en fait importants qui seraient réponse à trois questions sur lesquelles je voudrais m'arrêter et après lesquelles je m'arrêterai. Qui seront, enfin, donc la fin de mon propos voudrait donc développer la réponse à ces trois questions. La première question, on pourrait ces trois questions cherchent donc à travailler à ce qu'on pourrait appeler une compréhension renouvelée du concept de milieu de soins. Qu'est-ce qu'un milieu de soins? C'est une question, ce concept de milieu de soins qui a beaucoup été travaillé justement par la tradition de l'épistémologie canguilhénienne. Hein, donc, je pense donc aux travaux de Georges Canguilhem, notamment donc dans le normal et le pathologique, mais qui a été aussi ce concept de milieu retravaillé par la tradition phénoménologique autour du concept notamment en fait d'Umwelt. Hein. Et donc cette question-là de comment finalement repenser à nouveau frais santé et environnement, c'est repenser à nouveau frais l'idée donc de milieu de soins, c'est ce que je voudrais essayer de montrer. Alors pour répondre à cela, la première question importante, ça serait la suivante, c'est pour quelle conception de l'humain malade la question de ses relations à l'environnement est-elle un problème? On pourrait répondre à cette question en disant, bien, pour un sujet humain, conscient de sa vulnérabilité, partagée avec tous les autres vivants. C'est-à-dire en fait que la question des relations de l'humain malade avec l'environnement devient un problème lorsque l'humain malade ne s'envisage pas comme un atome dans cette abstraction que constitue l'entité de patient, parce qu'effectivement, le patient, c'est un concept et en même temps un dispositif, pour parler comme Foucault. C'est-à-dire qu'en fait, ce concept de patient, il est construit pour qu'on ne cherche et ne retienne que la maladie dans le malade. C'est-à-dire que finalement, on a construit le concept de maladie en prenant le patient isolément, indépendamment des milieux desquels, par ailleurs, il dépend. De telle sorte qu'effectivement, toutes nos nomenclatures, tous nos tests, toutes nos approches isonormées des maladies, ça va des classifications internationales des maladies au DSM, hein, donc à cette classification des maladies mentales. Hein. Bref, on s'aperçoit que les milieux dont nous dépendons, nos milieux de vie, notre chez-soi, pour parler un peu comme les phénoménologues, eh bien, ces catégories sont exclues des nomenclatures comme étant des obstacles épistémologiques pour la science médicale, comme étant des obstacles épistémologiques aussi pour les sciences des organisations du système de soins. C'est-à-dire de telle sorte que le milieu, pour ces épistémologies, est tout au plus réduit au rang d'un facteur environnemental. Et de fait, il y a une vraie question, dans quelle nomenclature ou dans quel indicateur de pilotage du système de soins installer, par exemple, la référence à un paysage, à un arbre, à un animal, à une qualité du souffle du vent, qui font pourtant le milieu de vie d'un humain et d'un humain malade. Je prends un exemple, on peut en prendre d'autres. Il existe en France, on a ce dispositif, mais je pense qu'il doit exister aussi au Portugal, hein, un dispositif qui sert à classer les malades âgés, les personnes âgées, en fonction de leur degré de dépendance. Hein. Et donc ce système s'appelle le GIR,
c'est un acronyme qui veut dire groupe ISO ressources. Autrement dire, on essaye de comparer, dimension de santé publique, des dépendances, et en fonction des dépendances des personnes, eh bien, on les classe et on les répartit dans les hôpitaux, dans les services pour malades plus ou moins grands, plus ou moins dépendants. La grande question qu'il faut se poser ici, c'est que mesure-t-on quand on mesure des dépendances? Eh bien, on mesure, c'est la vieille question en fait, que soulevait déjà Merleau-Ponty dans son livre La structure du comportement. Hein. Eh bien, ce qu'on mesure, ce sont des dépendances fonctionnelles et biologiques, donc isonormées, mais en enlevant et en arrachant les dépendances relationnelles biographiques qui font qu'une vie est une vie dans le chez-soi, de la maison et de son Umwelt précisément. Or, à cette première question, hein, il faut rappeler et faire l'objection que faisait déjà Canguilhem, hein, dans lequel Canguilhem disait ceci, je cite, hein, la proposition est importante, donc c'était normal et le pathologique. Hein, il disait, hein, le vivant et le milieu, donc on pourrait pour notre question dire la santé et l'environnement, hein, donc le vivant et le milieu ne sont pas normaux pris séparément. Autrement dit, il n'y a pas une norme vitale d'un côté et une norme environnementale de l'autre. Hein. Donc, le vivant et le milieu donc, ne sont pas normaux pris séparément, c'est leur relation qui les rend tels l'un et l'autre. Bref, ce qu'il s'agit donc de contester ici, c'est qu'on peut vouloir approcher un patient, et on pourrait dire un humain tout simplement, sans milieu. Et finalement, on pourrait dire que ce concept de patient sans milieu, donc cette abstraction conceptuelle qui est l'idée de patient, donc la maladie dans le malade mais sans le malade, de cette façon, jusqu'à dire qu'on va savoir mieux que le malade ce qu'il a, eh bien, dans cette approche d'un patient sans milieu, eh bien, traduit dans le monde administré de la santé, eh bien, l'abstraction qu'opère l'épistémologie de type hobbesienne qui a fini par se fixer dans l'homo economicus. C'est-à-dire qu'en fait, on envisage la santé comme une industrie, l'environnement comme une variable, et on installe l'économie de la santé, celle des files actives, celle de la patientèle, hein, dans des cohortes à gouverner par des nombres. Donc on le voit ici, hein, la prise en compte donc, des relations entre santé et environnement pour une philosophie du soin ou du care, de cette façon, et donc on prolonge nos échanges de 2018 ici. Hein. Donc cette prise en compte des relations entre santé et environnement hein, suppose donc de rompre avec le modèle économique et anthropologique hein, de l'homo economicus, hein, qui s'est déployé hein, dans tous les champs du soin, que ce soit la santé, bien sûr, mais les loisirs ou l'éducation également. Donc ça, c'est la première question. La seconde question, on pourrait la formuler comme ça, c'est dans quelle mesure, lorsque nous disons « je suis malade », ce « je » intègre-t-il la référence à l'environnement? Donc, c'était la question de la nature de l'identité personnelle hein, et donc de la réponse à ce qu'est ce « je ». Alors, pour le résumer en deux mots, est-ce que le « je » n'est qu'un individu hein, ce qu'on ne peut pas diviser, hein, au sens du latin individuum, hein, donc ce qu'on ne peut pas diviser. Donc, est-ce que le je est un individu, donc le plus petit atome du social, pour parler comme Hobbes, de certaine façon, hein, ou est-ce que le je est un milieu, c'est-à-dire qui définit la réponse à la question qui suis-je en intégrant dans cette réponse la conscience de ses dépendances. C'est là qu'arrive le concept donc d'autonomie relationnelle. C'est-à-dire que finalement, penser une autonomie, non pas comme une émancipation à l'égard de tout ce qui aliénerait, c'est-à-dire à l'égard de toute dépendance vécue comme une aliénation, mais une autonomie qui approfondit le sens en fait des dépendances, non pas comme ce qui aliène, mais ce qui au contraire concrétise et donne à l'autonomie sa dimension incarnée. Bref, donc, lorsque nous disons « je suis malade », bien, dans quelle mesure ce « je » intègre-t-il la référence à l'environnement? L'intègre-t-il? C'est-à-dire que non pas simplement la référence à l'environnement comme ce qui viendrait nous détruire par l'intrusion d'un extérieur dans l'intérieur, hein, la théorie du microbe chère à Pasteur, mais comment effectivement il y a des porosités dans le « je » qui nous construisent et qui nous singularisent dans la multiplicité d'interactions internes et externes qui sont poreuses, voire qui sont liminales.
je prends 3 exemples qui sont développés aujourd'hui. Il y a la théorie du microbiote, par exemple. On montre comment aujourd'hui, finalement, nos intestins eh bien, sont à la fois la faune et la flore en fait, de nos intestins sont singularisés par nos cultures et en même temps par nos histoires personnelles. C'est qu'en fait, nos intestins disent profondément la dimension relationnelle en fait, de notre corps. Le concept de plasticité cérébrale du côté des neurosciences met aussi l'accent sur cette idée d'une interrelation sans laquelle nous ne saurions être ce que nous sommes. Et puis, dans un autre registre, tout ce qui apparaît aujourd'hui autour de ce qu'on appelle l'éco-psychologie, donc qui étudie l'impact bien de la, on va dire de la catastrophe écologique dans ces différentes formes, que ce soit la crise climatique, que ce soit la fonte des glaces, que ce soit les extinctions d'espèces, que ce soit des pollutions, que ce soit les migrations forcées. Bref, l'éco-psychologie étudie aujourd'hui l'impact psychologique donc de la catastrophe environnementale sur les psychés humaines. Et on montre aujourd'hui, donc de ce point de vue, là où Freud pouvait questionner l'impact sur les psychés humaines de la Vienne de 1900, avec son ambiance, comment dire, de corset moralisateur viennois, eh bien, on voit très bien aujourd'hui que les nouvelles formes en fait de pathologie mentale, elles sont liées, elles peuvent être liées en tous les cas à la violence faite aux vivants non humains, enfin aux vivants humains, mais aussi aux vivants non humains. Bref, donc on voit que intégrer dans la réponse à la question qui suis-je la dimension en fait de nos rapports au milieu, c'est repenser donc une phénoménologie du corps vécu redéployée dans sa dimension relationnelle. C'est comme ça qu'on pourrait tirer le concept ricoeurien d'Ipsée, et du soi-même comme un autre, en mettant effectivement qu'il y a de l'autre dans le soi, et que cet autre, c'est aussi la conscience de ses relations avec les humains, mais aussi les non-humains. Donc, dans cette perspective, le corps, non pas simplement le corps connu de la science biomédicale, qui assure une continuité des physicalités entre tous les vivants, mais le corps vécu donc, de la clinique déploie un jeu, comme un jeu, ayant une identité en relation, donc une identité relationnelle, non pas une identité substantielle. Bref, et là, donc, dire je, c'est intégrer à la réponse à sa question, donc les savoirs expérientiels, les narrations de toutes ces histoires qui donnent texture en relation dynamique avec un milieu. C'est ça que j'ai essayé de développer un peu dans l'idée d'éco-biographie. Bref, ceci donc imposerait d'avoir réarticulé autrement qu'en les séparant les 3 concepts de disease, d'illness et de sickness, en montrant effectivement qu'il n'y a pas d'écologie environnementale s'il n'y a pas d'écologie sociale et qu'il n'y a pas d'écologie sociale s'il n'y a pas d'écologie psychique. Enfin, et je vais m'arrêter là, la dernière question sur laquelle je voudrais terminer, c'est est-ce qu'il faut, finalement, si on veut penser à nouveau frais les rapports entre santé et environnement, eh bien, est-ce qu'il faut maintenir ce concept d'environnement? Ce concept n'est-il pas une catégorie problématique? Parce que finalement, comme le mot l'indique, environnement, donc ce qui tourne autour de moi, bien, cette catégorie donc, est problématique parce qu'elle laisse penser que la nature serait autour de nous comme un paysage alentour. Bref, comme si la nature, je mets le mot nature entre guillemets, était un panorama. Bref, qu'on pouvait la voir, paradigme optique, encore une fois, on pourrait la voir comme un paysage qui serait en dehors de nous sans être vraiment nous. Et donc, effectivement, cette notion en fait, d'environnement, elle est problématique parce qu'effectivement, cette dimension du regard qui distancie, eh bien, nous occulte le fait que nous sommes tissés. C'est là aussi l'étymologie du contexte qui rappelle la métaphore du tissage, qui fait que ce que nous sommes, c'est être tissé, relié avec une multiplicité d'autres êtres. C'est le paradigme du tisserand cher à Platon, mais dont on pourrait se demander dans quelle mesure, effectivement, le politique tisse non seulement des humains entre eux, mais peut-être tisse aussi avec des non-humains. C'est tout le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui la zoopolis. Bref,
si effectivement la notion d'environnement est problématique, peut-être qu'il y a donc à soigner les maux du soin, hein, et donc de substituer à la catégorie d'environnement d'autres concepts. Pour ça qu'apparaissent aujourd'hui d'autres concepts. Alors, il y a le concept technique d'écoumène, hein, construit sur le grec, oikos, hein, mais on a le concept plus simple de milieu, hein, comprenant le dernier dans sa dimension relationnelle. Hein, le milieu, donc, comme au sens de milieu de vie, tissé par un grand nombre en fait, de relations qui nous feront être. Donc, dans l'histoire des relations entre santé et environnement, donc les catégories de l'entendement écologique invitent à quitter le concept d'environnement ou de nature au profit d'autres concepts qui aujourd'hui sont en compétition. Hein. On a le concept forgé par la philosophie de l'environnement américaine qui parle d'environment. On a le concept de la tradition phénoménologique qui parle d'Umwelt. Hein. On a le concept qu'on avait trouvé formulé chez quelqu'un comme Husserl, hein, et qui est repris pour une part par Ricoeur dans Soi-même comme un autre, qui est le concept de terre, hein, dans lequel il s'agit effectivement de penser ce que Husserl appelle l'arché originaire. On a le concept d'écoumène, ou bien le concept Fudo, hein, développé par les théoriciens japonais dans la tradition un peu heideggerienne. Ce qu'il s'agit de dire ici, c'est qu'effectivement, prendre ces distances avec le concept de nature et avec le concept d'environnement, c'est prendre distance avec l'ontologie naturaliste qui modélise la nature et avec laquelle le corps sur des fonds des dualismes que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, et qui pense par conséquent, et qui encourage à penser ici en termes de facteur environnemental, comme il y aurait un facteur démographique, je le disais, ou un facteur génétique. Et donc, on pourrait suggérer, et je m'arrête là, hein, à contrario, que l'attention qui est portée au milieu qui nous porte, hein, le milieu qui nous porte, abandonne le dualisme nature-culture. Donc là, on pense par exemple à l'opposition médecine scientifique versus la médecine naturelle, hein, qui abandonne le dualisme âme-corps, hein, la médecine comme une physique du vivant, hein, au profit d'une écologie de l'attention, hein, se rendant disponible à tous ces liens, hein, soignants qui nous font être. Alors, effectivement, on pense ce sujet malade moins à partir d'une idée d'autonomie conçue comme émancipée des nécessités naturelles et considérée comme des aliénations, mais penser une autonomie, alors non plus exaltée, mais une autonomie relationnelle qui envisage le sujet malade, conscient de ses dépendances, non pas comme aliéné, hein, aliéné c'est être enserré dans des liens, mais au contraire comme relié. Et peut-être que de ce point de vue, la médecine somatique aurait des choses à apprendre de la psychiatrie, et notamment la psychiatrie phénoménologique, mais pas seulement. Hein. La psychiatrie phénoménologique a mis l'accent sur l'importance des milieux, mais aussi la psychiatrie sociale avec le courant du rétablissement, ou l'éco-psychologie que j'évoquais tout à l'heure, voire même l'ergothérapie, qui sont autant de manières de rappeler qu'effectivement l'humanité approfondit toujours pour définir ce qu'est pour elle être humain, bien le sens des liens qui la font être et la force en fait de ce qu'on appelle la force des liens faibles. Donc on voit qu'à partir de là, et donc les enjeux sont anthropologiques, et bien à partir de là, il y a tout à reconstruire, si je puis dire, et c'est peut-être la tâche qui nous incombe pour les temps qui viennent. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et j'espère ne pas avoir été trop long. Merci Jean-Philippe. Merci pour ce voyage dialectique à l'ontologie, des trois solutions, des trois stratégies de concomitance, corrélation et de la causalité radicale, et surtout pour la proposition d'une solution entre ces trois solutions et l'ouverture vers le concept de milieu de soins, l'écologie, l'autonomie relationnelle. Nous avons un peu de temps pour vous poser des questions. Nous ouvrons maintenant une partie de la session à la discussion. Nous avons déjà une question de Facebook, mais je me demande si quelqu'un ici présent, parce que nous avons ici des assistants aussi, s'il y a des questions. Vous pouvez poser les questions en français, en portugais, en anglais, il n'y a pas de problème. Nous la traduisons. Est-ce qu'il y a des questions ici?
Il y a une question. C'est pas si longtemps. Est-ce que vous entendez la question? Sinon, est-ce que vous voulez venir ici pour faire la question? Plus proche de... Alors, merci. Ma question, c'est très pratique. J'ai entendu votre idée du milieu. Je pense que c'est une idée merveilleuse, mais comment envisager, par exemple, l'hôpital du futur, si l'idée de l'hôpital, du soin à l'hôpital, c'est, je pense, d'isoler, de mettre dans un milieu ascétique le patient. En effet, tout au contraire, je pense, de ce que vous avez défendu comme futur, une certaine d'évolution du patient, du soin le mot c'est à un milieu, pas en place isolée. Je ne sais pas si c'est clair ma question, mais c'est ça. C'est très clair, c'est très très clair. Merci pour cette belle et nécessaire question. En fait, elle est. Bon, c'est ce que j'avais prévu de dire pour la suite, mais en fait, votre question me permet de le développer. Effectivement, à partir de l'autonomie relationnelle, la question c'est comment on la traduit. Et votre question est importante pour ça. Alors, bon, il faudrait ici refaire un travail plus général sur l'histoire de l'hôpital, hein, qui montre. Il y a bien sûr les analyses classiques de Michel Foucault, mais il n'y a quand même pas que lui, sur l'histoire effectivement de l'hôpital marquée par la grande figure de l'enfermement. Mais on pourrait dire que finalement, depuis déjà un peu plus d'un siècle, on invente en fait. Le mot hôpital garde bien sûr le mot d'hospitalité et avec lui le mot d'hôtel, mais nous vivons en fait depuis une quarantaine d'années maintenant, doucement une prise de distance avec le modèle de l'hôpital-hôtel pour penser d'autres formes d'hospitalisation sans nécessairement passer par l'hôpital. Hein. On pourrait le dire comme ça, en fait, on passe de l'hôpital-hôtel vers l'hôpital-gare. Hein. Je ne sais pas si c'est un modèle qui se développe, enfin, c'est un modèle qui se développe un peu partout dans le monde, hein, mais c'est-à-dire que c'est l'hôpital comme plateforme multimodale, c'est qu'on y passe, mais on n'y reste plus nécessairement, avec la question du retour à domicile, etc. Et donc, en fait, pour répondre plus concrètement encore à votre question, donc, j'ai déjà commencé à y répondre, en fait. Pour moi, une première porte d'entrée pour proposer un milieu aux patients. Alors, ça a été beaucoup exploré, notamment en fait, par la psychiatrie, ceci, pour des raisons assez simples, parce qu'effectivement, ce qui est attaqué dans le cadre de la maladie mentale, c'est la capacité d'être en relation, plus évidemment encore que dans la maladie somatique. Et donc, il y a eu beaucoup de réflexions en psychiatrie, et notamment la psychiatrie phénoménologique, hein, sur la question de l'architecture. Donc, pour moi, il y a déjà un exemple, des enjeux très simples autour de l'architecture. Je vais prendre donc je vais donner trois exemples en fait qui se développent à trois niveaux différents. Donc, au niveau le plus personnel, au niveau des collectifs de travail et au niveau, on pourrait dire, socioculturel, urbain et socioculturel. Au niveau personnel, comment construit-on une chambre d'hôpital ? Ici, moi, je pense bien sûr aux travaux de Bachelard dans la poétique de l'espace, hein, qui questionne effectivement cette idée que l'espace que nous vivons est investi de partialité. Il y a tout un travail aujourd'hui, hein, qui est fait, je prends des exemples tout simples, hein, sur la taille des fenêtres dans les hôpitaux, puisqu'on s'aperçoit que, d'une certaine façon, la qualité des lumières, le fait d'être soigné le jour, la nuit, de voir depuis son lit ce qui se passe au dehors ou de ne pas pouvoir le voir parce que la fenêtre est trop haute, eh bien, le travail sur les ouvertures, c'est la conscience effectivement d'une rupture avec le modèle de l'asepsie que vous avez évoqué et le modèle de ce que Foucault appelait les machines à guérir, hein, remplacer l'hôpital comme machine à guérir au profit d'une architecture qui serve une machine relationnelle. Bon, ça, c'est le premier exemple.
Je prends un second exemple, donc je l'ai un tout petit peu évoqué déjà, mais donc je vais prendre un autre exemple, mais autour effectivement du rythme. La question des rapports entre santé et environnement, ils sont marqués par le temps et par, non pas la cadence, des plannings à organiser, donc une espèce de rationalité instrumentale qui se déploie dans l'administration en fait, du temps de travail de soins, mais effectivement par la dimension des rythmes. Et là, une phénoménologie assez fine montre très bien qu'effectivement, soigner, c'est aussi s'appuyer sur ce qu'on pourrait appeler la portance du milieu. De telle sorte qu'il y a des travaux très très beaux qui ont été faits là-dessus sur soigner la nuit, ou qu'est-ce qui se passe de l'alliance entre le soignant et le soigné sur le fond partagé commun, donc l'enjeu est ontologique en définitive, qu'est pour nous le fait d'être appuyé sur cet arché originaire qui s'appelle la Terre, et qui fait qu'effectivement la dernière visite des soignants à leurs malades avant de partir leur fin de journée, ou bien travailler la nuit ou travailler le jour, ça n'est pas en fait secondaire, même si la logique du planning fabrique de l'isonormé et l'impression qu'effectivement c'est simplement des heures à remplir, comme si ces heures n'étaient pas portées par des partialités vécues qui nous qualifient et qui nous instaurent. Et donc, il y a un troisième exemple, je m'arrête, mais c'est pour montrer que c'est intéressant, c'est la question effectivement des implantations. C'est qu'en fait, où installe-t-on nos structures de soins et comment pense-t-on leurs implantations relativement au milieu dans lequel elles sont prises? Donc, c'est la question, cette fois-ci, des choix urbains. Donc, il y a des politiques urbaines, donc il y a une question de géographie de la santé et de stratégie en fait, urbanistique qui montre qu'effectivement, pour nous, l'espace, donc c'est là aussi qu'une phénoménologie de l'espace est importante, que pour nous, l'espace n'est pas simplement un espace dans lequel nous serions posés, parce qu'effectivement, c'est Maldinet, lecteur de Heidegger, qui a beaucoup montré ça, que nous sommes capables d'espace, que pour nous, être, c'est être capable d'espace. Et donc, la question qui se pose, c'est comment nos manières d'instituer le soin empêchent le patient d'être capable d'espace parce qu'on le corsette dans un univers, effectivement, que vous avez bien dit, aseptisé. Et de ce point de vue, il y a un travail qui est fait aujourd'hui, notamment avec les malades, les personnes âgées, mais aussi avec les malades atteints de démence ou de maladies neuroévolutives, les malades d'Alzheimer, ou les malades en fait, cérébro-lésés, où on s'aperçoit que les jardins, donc les jardins thérapeutiques, eh bien, stimulent polysensoriellement les sujets humains. C'est qu'en fait, on le voit très bien, notre réunion de ce soir, elle est l'exemple de ça aussi. Nous sommes dans une culture dominée par le paradigme optique et donc d'un regard qui est simplement un regard qui prend. Bref, par une unisensorialité. Et donc, la chambre d'hôpital aseptisée, elle est dominée par ce paradigme optique. Le jardin thérapeutique, lui, il est fait de polysensorialité. La texture, les sons, les saveurs, les odeurs, tout ça, en fait, nourrissent, cultivent la dimension relationnelle du sujet que nous sommes. On peut construire des hôpitaux comme ça, en prenant en compte cette dimension des jardins thérapeutiques. Il y a des exemples, il y a un tas d'exemples, en fait, qui le montrent assez bien, notamment, y compris dans le type de marche. Par exemple, pourquoi les longs couloirs, moi je m'arrête parce que ma réponse est trop longue, mais pourquoi des longs couloirs de chambre et pourquoi ne pas penser les couloirs des hôpitaux comme des rues? Il y a aujourd'hui des architectes qui travaillent sur le design de l'espace en fait, et des hôpitaux comme étant des lieux de convivialité et pas simplement des lieux de fonctionnalité. Ça change effectivement la perspective qu'on porte sur ce type d'espace. Merci. Il y a une autre question. Ce que mon collègue a dit sur l'hôpital, on pourrait aussi dire sur, par exemple, la pharmacologie et toutes ces procédures de guérison des maladies. La recherche, par exemple, dans le champ de la pharmacologie, incide surtout sur l'individu. Il s'agit et non il s'agit d'un jeu malade qui est un individu et non pas quelqu'un qui est en relation. Est-ce qu'on peut entrevoir une recherche en pharmacologie, par exemple,
sujet à ce changement de pratique et changement de pensée vers une anthropologie relationnelle? C'est la première, c'est vraiment ma question, mais j'ai aussi une question du Facebook. Je vais vous lire. La question dit, est-ce que le soin ne exige pas avant une écosophie? Merci. Oui. En fait, on pourrait répondre aux deux questions en même temps, mais bon, c'est bien les distinguer en fait parce que ça permet peut-être d'être un peu plus riche. Alors, sur la première question, c'est concernant donc la question de la pharmacologie. C'est une question qui est très compliquée hein, parce que c'est la question de qu'est-ce qui fait la différence entre un remède et un médicament. Hein. Et donc toute la construction en fait du médicament moderne, hein, je pense aux travaux de François Dagonier par exemple sur la raison et les remèdes, hein, qui est une approche assez objectiviste, voire presque positiviste en fait du médicament. En fait, ce que rappelle, c'est que finalement un médicament, c'est un étrange objet, hein, parce qu'en fait, il est pris à l'intersection entre la science en fait, biochimique, l'industrie et les sociétés et l'économie en fait, qui le déploient. Donc, ce qui fait qu'il y a ce greffe autour de la question du médicament un tas d'enjeux très différents. Alors, pour répondre à donc la question, elle est énorme, hein, mais je vais essayer de faire j'ai deux réponses. La première, c'est que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que le modèle du médicament moderne, donc, qui cherche ce qu'on appelle la substance active ou la molécule active, considère que tout ce qui n'est pas décrit, raconté, élaboré dans les catégories épistémologiques de la biomédecine ou de la biopharmacologie, eh bien, c'est du décor, c'est du pittoresque, mais ça n'est pas du décisif. Donc, ça a un effet considérable, hein, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, puisqu'en fait, ça coûte très cher de chercher des médicaments. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On continue cette logique extractiviste que j'évoquais tout à l'heure, en allant chercher dans les médecines dites traditionnelles, comme si notre médecine à nous n'était pas une médecine traditionnelle. Hein. On pourrait dire avec Gadamer que notre tradition, enfin la tradition de notre médecine, c'est d'être une tradition critique de la tradition, si on peut dire. Mais bref, donc on va chercher dans les médecines dites traditionnelles eh bien, des remèdes, mais pour y trouver des molécules actives. Mais on considère qu'effectivement, tout ce qui est autour, donc l'univers symbolique, hein, qui rend possible la possibilité en fait, du soin, c'est pas ça qui soigne. Donc en fait, il y a une vraie question, parce que ça a des effets de prédation, parce qu'effectivement, à partir de là, on peut avoir une prédation de notre modèle thérapeutique sur les autres cultures, et donc ça crée une forme d'unidimensionnalité en fait, culturelle. On impose notre modèle thérapeutique à l'échelle planétaire, donc ça pose la question du pluralisme thérapeutique hein, en arrière-plan. Et donc peut-être, hein, on pourrait faire une hypothèse qui est que je pense ici aux analyses de Philippe Descola, hein, que le modèle de la pharmacologie classique, qui va très loin, parce que ce modèle de pharmacologie classique, qui connaît la plante par ses composés moléculaires ou par sa structure génétique, ne connaît plus la plante comme plante. J'ai discuté avec des collègues pharmaciens. Aujourd'hui, on n'étudie quasiment plus les taxonomies de plantes classiques. Alors, je dis ça parce que, en plus, j'ai un souvenir encore émerveillé du jardin botanique de Coimbra, hein, où il y avait la question de l'observation et de la connaissance singulière en fait, des plantes. De moins en moins de jeunes pharmaciens connaissent les plantes relativement à leur terrain. Et donc, Descola, si on voulait faire une réponse à la Descola, je ne dis pas que la thèse de Descola n'est pas discutable, hein, mais en disant qu'il y a une ontologie naturaliste eh bien, qui est en discussion avec d'autres ontologies, eh bien, peut-être que nous sommes à un moment où nous avons à réarticuler une approche polythérapeutique et non pas monothérapeutique. Et il y a d'ailleurs des travaux d'anthropologues hein, et d'ethnologues surtout qui ont fait un travail, ça pourrait être un exercice que vous avez peut-être déjà fait. Alors, regardons ce que nous avons dans nos pharmacies à la maison. Hein. On a les médicaments modernes, on a des antibiotiques, mais on a aussi les remèdes de grand-mère, les petits alcools et des herbes dont on a encore un petit souvenir qu'elle a des vertus thérapeutiques. Bref, peut-être que les choses sont plus polythérapeutiques qu'il n'y paraît.
Alors, bien sûr, cette question du polythérapeutique, ça permet de répondre à la question en fait, sur l'écosophie, qui est une question énorme, hein, parce qu'effectivement, avec l'écosophie, en fait, on touche à des concepts qui portent effectivement sur la nature de ce que c'est que l'identité du sujet. Alors, ça fait référence, en fait, ce concept d'écosophie. Alors bon, il y a une formule chez Guattari, et il y a la formule en fait du théoricien norvégien, donc Arnes, hein, donc qui est le théoricien de ce qu'on appelle l'écologie profonde, et donc qui dit, enfin, donc l'écologie profonde, donc qui n'est pas une écologie obscure, hein, contrairement, donc profond ne veut pas dire obscur, hein, l'écologie profonde, elle met l'accent sur l'idée qu'effectivement approfondir le sens de ce que signifie être humain, ce n'est pas s'aliéner, mais c'est effectivement prendre la mesure de tout ce dont quoi nous dépendons. Et donc, l'idée de l'écosophie, donc ce qu'on appelle, donc ce que Arnes appelle le soi écologique, sans vraiment d'ailleurs toujours le définir, hein, ce soi écologique, eh bien, c'est un soi en fait qui prend un peu ses distances, enfin, qui prend ses distances avec la conception isolée d'un cogito qui vivrait dans la splendeur de son auto-contemplation, hein, d'un cogito qui, dans tous les sens, ne serait que la pensée, pour effectivement penser ce cogito en ouverture. Et ce n'est pas par hasard qu'en l'occurrence, l'écosophie, elle est plutôt lectrice de Spinoza que de Descartes, hein, et plutôt lectrice de Gandhi, hein, que de la tradition productiviste. Mais donc, effectivement, la question de l'écosophie, elle dit effectivement que dis-moi quelle conception du sujet tu te fais, je te dirai quel type de philosophie de la médecine ou de médicaments je peux te proposer. Encore une fois, bon, je crois que nous n'avons pas plus de temps, malheureusement, mais vous avez déjà nous indiqué beaucoup de défis. Alors, je vous remercie infiniment, Jean-Philippe Pierron, par cette opportunité que vous avez donnée à nous de penser dans cette notion nouvelle d'un milieu par rapport à la santé, à l'individu, à la société, à l'éthique et à l'ontologie. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier aux collègues qui ont organisé cette session, mes collègues João-Maria André, Joaquim Braga, Bernardo Ferro et Robert Junqueira. Merci à tous et santé. Oui, merci à tous les collègues de Coimbra et de porter encore et toujours en fait le souci des relations internationales, y compris dans ces situations difficiles. Merci à tous et à la joie de se revoir à l'occasion, j'espère. Merci.